Elle était reine, couronnée devant une assemblée silencieuse sous les hautes voûtes d'une cathédrale froide où l'encens masquait à peine l'odeur de la pierre humide. Les chants s'élevaient lentement, résonnant contre les murs épais, tandis que la lumière des cierges dessinait des ombres tremblantes sur les visages figés des témoins. Des centaines d'yeux avaient vu la couronne se poser sur sa tête. Le geste était solennel, précis, irréversible. Et pourtant, quelques années plus tard, son nom avait disparu. Effacé des registres officiels, rayé des chroniques, absent des généalogies royales. Comme si cette femme n'avait jamais existé. Comment une reine pouvait-elle disparaître sans mourir, sans procès, sans scandale public, sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée? Comment le pouvoir pouvait-il effacer une figure sacrée sans provoquer de révolte, sans troubler l'ordre apparent du royaume? À la fin du XVe siècle, les palais européens n'étaient pas seulement des lieux de pouvoir. Ils étaient des structures vivantes, fermées sur elles-mêmes, alimentées par des flux constants de rumeurs, d'alliances tacites et de silences imposés. Chaque regard avait un poids. Chaque absence de parole était un message. Le pouvoir ne se manifestait pas toujours par des édits ou des cérémonies fastueuses. Il se révélait souvent dans ce qui n'était jamais formulé. Dans cet univers clos, une femme couronnée cessait instantanément d'être une simple épouse royale. Elle devenait un symbole politique, un point de fixation pour les loyautés comme pour les peurs, une variable imprévisible dans un équilibre soigneusement contrôlé, et parfois, sans qu'elle en ait conscience, une menace potentielle. Car une reine ne représentait pas seulement une lignée, elle incarnait une possibilité. La future reine n'avait pourtant jamais été destinée au trône. Issue d'une branche secondaire de la noblesse, éloignée des cercles centraux du pouvoir, elle avait été choisie précisément pour ce qu'elle n'était pas. Pas une stratège, pas une intrigante, pas une héritière capable de fédérer des factions rivales. Elle semblait, à tout point de vue, inoffensive. Lorsqu'elle arriva au palais pour la première fois, rien ne laissait présager son destin. Les couloirs étaient étroits, chargés de tentures épaisses. Le froissement des étoffes s'accompagnait chaque déplacement. Les talons claquaient sèchement sur la pierre, rappelant que chaque pas était observé. L'air était saturé de parfums lourds, de cire chaude et de vieux bois. Un mélange constant, presque étouffant, qui semblait imprégner les murs eux-mêmes. Les courtisans la regardaient à peine. On la traversait du regard comme on traverse un meuble sans véritable attention. Elle n'était ni crainte ni enviée, simplement ignorée. Mais dans un palais, l'indifférence n'était jamais neutre. Elle était notée, interprétée, parfois exploitée. Car certains comprirent très tôt qu'une femme perçue comme faible pouvait devenir dangereuse. Non par ambition, mais par existence même. Une reine silencieuse offrait un écran idéal derrière lequel d'autres pouvaient agir. Et le pouvoir, lorsqu'il ne peut être contrôlé directement, cherche toujours à être neutralisé. À ce stade, aucune accusation n'était formulée. Aucun complot n'était encore visible. Tout se jouait dans l'attente, dans l'observation patiente, dans cette question qui commençait à circuler sans jamais être posée à voix haute. Et si cette reine ne restait pas à la place qui lui avait été assignée? Au début, rien ne semblait changer. Les audiences continuaient. Les messes étaient célébrées aux mêmes heures. Les protocoles suivaient leur ordre immuable. Mais dans les palais de la fin du XVe siècle, le pouvoir ne se mesurait jamais à ce qui était visible. Il se lisait dans les écarts, dans les détails infimes, dans ce qui cessait d'être fait, sans jamais être officiellement interdit. Progressivement, certains usages furent modifiés. La reine n'était plus systématiquement consultée lors des réunions informelles. Son nom apparaissait moins souvent dans les correspondances internes. Les décisions importantes continuèrent d'être prises dans son absence, mais désormais sans même chercher à masquer cette mise à l'écart. Ce n'était pas une exclusion brutale. C'était un glissement. Dans un palais, l'isolement ne commence jamais par une accusation. Il commence par l'oubli organisé. Autour d'elle, les visages familiers se raréfiaient. Certaines dames de compagnie furent remplacées, officiellement pour des raisons de santé ou de convenance. En réalité pour rompre des continuités, couper des relais invisibles, réduire les canaux d'information. La reine, elle, ne protestait pas. Non par naïveté, mais parce que le pouvoir qu'on lui retirait n'avait jamais été clairement défini. Elle restait couronnée, présente aux cérémonies, visible lors des grandes fêtes, mais absente là où tout se décidait réellement. Dans les couloirs, les murmures changèrent de nature. On ne parlait plus d'elle directement. On parlait autour d'elle,
de ce qu'elle représentait, de ce qu'elle pourrait devenir. Car une reine silencieuse inquiétait plus qu'une reine hostile. Son absence de réaction était interprétée comme une stratégie, son calme comme une dissimulation. Dans un système fondé sur l'anticipation permanente des menaces, l'imprévisibilité devenait intolérable. Certains commencèrent à évoquer une possibilité jusque-là impensable. Et si cette reine, précisément parce qu'elle ne faisait rien, offrait un point de ralliement à ceux qui cherchaient à déplacer l'équilibre? Aucune preuve, aucun acte, seulement une hypothèse. Mais à la cour, une hypothèse suffisait. Les archives de l'époque montrent un changement subtil dans la manière dont elle était désignée. Les titres honorifiques furent simplifiés. Les références à son origine familiale disparurent progressivement. Elle cessait d'être située dans une lignée claire. Elle devenait une figure flottante. Et une figure flottante est dangereuse. Car le pouvoir exige des contours nets, des appartenances identifiables. Tout ce qui échappe à la classification devient suspect. Pendant ce temps, la reine continuait à suivre les règles. Elle assistait aux offices, respectait les horaires, s'adressait à chacun avec la distance requise. Mais cette conformité même renforçait l'inquiétude. Elle ne laissait aucune prise, aucun faux pas exploitable, aucun scandale à brandir. Alors le système s'adapta. Les messagers cessèrent de lui transmettre certaines informations. Les rapports arrivaient incomplets. Les décisions lui étaient présentées une fois irréversibles. Elle ne pouvait plus influer, seulement constater. Ce n'était pas une destitution, c'était une neutralisation. Dans les cercles les plus fermés du palais, une question circulait désormais avec insistance, toujours à voix basse, toujours sans auteur identifiable. Que faire d'une reine que l'on ne peut ni accuser, ni contrôler, ni éliminer publiquement? La réponse ne fut jamais formulée clairement, mais elle commença à s'appliquer. À ce stade, la reine était encore là, visible, couronnée, présente, mais son existence politique avait commencé à se dissoudre. Dans les cérémonies publiques, sa place fut conservée. Les processions la montraient toujours au premier rang. Les peintres officiels continuaient à la représenter, figée dans une posture intemporelle. Aux yeux du peuple, rien ne semblait avoir changé. C'était précisément le but. Car faire disparaître une reine brutalement aurait créé une rupture, une onde de choc, un vide dangereux. Le pouvoir, au contraire, cherchait la continuité. Une disparition sans événement, une absence sans drame. Ainsi on ne l'écarta pas, on la vida de son contenu. Les décisions cessèrent définitivement de passer par elle. Les documents portaient encore son sceau, mais celui-ci était apposé après coup. Les textes étaient rédigés ailleurs, validés ailleurs, puis simplement présentés comme une formalité. La reine signait sans décider. Peu à peu, son rôle devint cérémoniel, symbolique, inoffensif en apparence. Mais cette réduction était en elle-même une condamnation. Dans un système où le pouvoir n'existait que par l'exercice, être privé d'action revenait à être nié. Dans les couloirs du palais, une nouvelle logique s'imposait. Tant que la reine restait visible, elle ne devait surtout pas être audible. Les audiences privées furent annulées, les requêtes détournées, les intermédiaires multipliés. Chaque filtre ajoutait une couche d'isolement. Et pourtant, aucun acte officiel ne constatait cette mise à l'écart. Aucun texte ne la mentionnait. Tout se faisait dans l'ombre des usages, dans l'interprétation souple des règles, dans l'exploitation des zones grises du protocole, car le pouvoir médiéval connaissait une arme redoutable, l'effacement sans déclaration. Parallèlement, une autre transformation était en cours, plus discrète encore. Les clercs chargés des archives commencèrent à modifier la manière dont son règne était consigné. Les dates devinrent floues, certaines mentions furent abrégées, d'autres déplacées dans des annexes secondaires. Elle apparaissait encore, mais comme en périphérie, une reine marginale dans sa propre histoire. Les chroniqueurs officiels adoptaient un ton neutre, presque mécanique, aucun jugement, aucun récit personnel, seulement des faits secs, parfois incomplets, comme si l'on cherchait déjà à réduire la matière narrative disponible, car ce qui ne se raconte pas s'oublie plus facilement. La reine, elle, semblait comprendre. Non pas tout, mais assez. Elle observait les changements, les silences, les absences. Elle percevait que quelque chose se refermait autour d'elle sans jamais prendre la forme d'une accusation claire, et c'est cela qui rendait toute défense impossible. Comment se protéger d'un processus qui n'a pas de visage ? Toute tentative de protestation aurait été interprétée comme une confirmation de soupçons inexistants. Toute émotion, comme un aveu. Le système la maintenait dans une position intenable,
exister sans agir, parler sans être entendue, régner sans pouvoir. Dans cet état d'intermédiaire, elle devenait déjà une figure du passé. Et lorsque le moment viendrait de la faire disparaître totalement, il n'y aurait plus grand-chose à effacer. Seulement une trace déjà affaiblie, un nom déjà flou, une reine déjà absente. La décision finale n'avait pas encore été prise, mais le terrain était prêt. Dans les cercles fermés du pouvoir, une certitude s'imposait désormais. Il était plus sûr d'effacer une reine que de la combattre. À partir d'un certain moment, la reine cessa progressivement d'apparaître. Non pas brutalement, non pas officiellement, mais méthodiquement. Ces absences furent d'abord expliquées par la fatigue, puis par une santé fragile, ensuite par un besoin de recueillement. Chaque justification semblait raisonnable. Aucune ne provoquait d'alerte, et c'était précisément ce qui les rendait efficaces. Dans les registres du palais, ses déplacements devinrent plus rares, les mentions de sa présence furent espacées, parfois réduites à une simple note marginale. Elle n'était plus décrite, elle était signalée. Dans un monde où tout devait être vu pour exister, ne plus être mentionné revenait à s'effacer. La solution adoptée par le pouvoir ne nécessitait ni violence ni scandale. Elle s'appuyait sur une institution ancienne, respectée, incontestable, le retrait religieux. Le récit officiel parlait d'une reine pieuse, choisissant librement la discrétion et la prière, d'un retour volontaire à l'humilité, d'un effacement conforme aux valeurs chrétiennes de l'époque. Mais ce récit n'était qu'une façade, car le choix n'avait rien de libre. Les conseillers spirituels furent choisis pour elle, les lieux proposés, soigneusement isolés, les communications strictement contrôlées. Ce retrait était présenté comme une élévation morale, alors qu'il constituait une mise à l'écart définitive. Elle ne quittait pas le monde. On l'en retirait. Dans les documents internes, on ne parlait plus de règne. On évoquait désormais une absence prolongée. Une situation transitoire qui, paradoxalement, ne devait jamais prendre fin. Car tant qu'elle restait vivante mais invisible, aucune succession directe ne pouvait être remise en cause. Le système gagnait du temps. Et dans le pouvoir, le temps est une arme. Pour le peuple, la reine devenait une figure lointaine, une présence vague, une silhouette qu'on n'apercevait plus que dans les souvenirs. Les rumeurs circulaient, mais sans prise. Certaines parlaient de maladie, d'autres de dévotion excessive. Aucune ne pouvait être confirmée. Et sans confirmation, le doute s'épuise. Les messes continuèrent sans elle. Les fêtes se déroulèrent sans sa présence. Les images d'officiels cessèrent progressivement de la représenter. Il ne s'agissait pas d'un oubli accidentel, c'était une stratégie. Dans les chroniques religieuses, son nom apparaissait encore parfois, mais sous une forme dégradée, non plus comme reine, mais comme âme retirée, non plus comme actrice de l'histoire, mais comme note spirituelle. Une transformation symbolique majeure, car une femme sanctifiée, retirée du monde, ne revendique plus de pouvoir, elle n'interfère plus. Elle cesse d'exister politiquement. Ainsi, sans décret, sans jugement, sans condamnation, la reine avait été neutralisée. Elle respirait encore. Mais son rôle était terminé. Dans les cercles du pouvoir, le processus était considéré comme un succès. Aucun soulèvement, aucun scandale, aucun martyr. Une disparition propre. Et dans ce silence maîtrisé, une nouvelle étape devenait possible. Non plus seulement la mise à l'écart, mais l'effacement. Une fois la reine retirée du monde, une nouvelle phase commença, plus lente, plus technique, plus irréversible. Il ne s'agissait plus seulement de l'écarter du pouvoir, mais de dissoudre jusqu'à la preuve de son existence. Dans les sociétés de la fin du XVe siècle, l'histoire n'était pas un récit figé. Elle était une matière malléable, tenue par quelques mains expertes, clercs, chroniqueurs, archivistes, notaires ecclésiastiques. Ce sont eux qui décidèrent, sans jamais le dire ouvertement, de ce qui devait être conservé et de ce qui pouvait disparaître. Le nom de la reine fut le premier à subir une transformation. Dans certains registres, il fut abrégé. Dans d'autres, remplacé par une initiale. Parfois, il disparut entièrement, substitué par une formule vague, l'épouse royale. La reine précédente, celle qui se retira, ce glissement n'était pas anodin, car un nom raccourci est plus facile à oublier. Un nom absent est plus facile à nier. Les généalogies furent ensuite ajustées, les arbres familiaux simplifiés, les liens affaiblis, les dates modifiées de quelques années, juste assez pour créer une zone d'incertitude. Ainsi, elle cessait d'être un point fixe. Elle devenait une anomalie chronologique. Et toute anomalie appelle une correction.
Dans les chroniques officielles, son règne fut résumé en quelques lignes. Aucun événement marquant, aucune décision attribuée, aucune influence reconnue. Un règne vide. Or, dans l'écriture de l'histoire, ce qui n'est pas décrit finit par être considéré comme inexistant. Parallèlement, les archives religieuses furent elles aussi ajustées. Les mentions de sa retraite spirituelle restaient floues. Le lieu exact variait selon les textes. La date de son retrait n'était jamais la même. Ce flou n'était pas une erreur, c'était une protection. Car une personne mal localisée ne peut être retrouvée. Une personne mal datée ne peut être réhabilitée. Avec le temps, les générations suivantes cessèrent de poser des questions. Les chroniqueurs recopièrent ce qu'ils trouvaient. Et ce qu'ils trouvaient était déjà incomplet. L'effacement fonctionnait précisément ainsi. Non par destruction, mais par transmission dégradée. Il n'y eut jamais d'ordre écrit demandant de faire disparaître la reine. Jamais de décret exigeant la suppression de son nom. Tout fut fait sans instruction directe. Car le pouvoir le plus efficace est celui qui n'a pas besoin d'être formulé. Au fil des décennies, son existence devint discutable. Certains érudits évoquèrent une confusion. D'autres parlèrent d'une erreur de copie. Quelques-uns suggérèrent qu'elle n'avait peut-être jamais régné. Le doute avait remplacé le souvenir. Et dans l'histoire, le doute est souvent plus destructeur que le mensonge, car on peut réfuter un mensonge. Mais comment prouver ce qui a été volontairement mal conservé ? La reine était encore en vie. Quelque part. Peut-être. Mais dans les textes, elle était déjà morte. Non par exécution, non par disgrâce publique, mais par raréfaction documentaire. Un assassinat sans corps, une disparition sans cri. Et lorsque le moment viendrait d'écrire l'histoire définitive, il ne resterait plus assez de matière pour la contredire. Pendant longtemps, personne ne chercha la reine, non pas parce qu'on avait décidé de l'oublier, mais parce que l'histoire telle qu'elle avait été transmise ne laissait aucune place pour une question. Les chroniques seules semblaient cohérentes. Les successions royales s'enchaînaient sans rupture apparente. Les dates concordaient. Les généalogies paraissaient complètes. Tout était en ordre, du moins en surface. Ce sont les historiens modernes, plusieurs siècles plus tard, qui commencèrent à percevoir un malaise diffus. Pas une contradiction flagrante, pas une preuve formelle. Quelque chose de plus subtil, on vide. En comparant des sources issues de régions différentes, certains chercheurs remarquèrent des silences inhabituels, des périodes trop lisses, des transitions trop rapides entre deux règnes, comme si une page avait été tournée sans jamais avoir été écrite. Un premier indice apparut dans un manuscrit conservé dans une bibliothèque provinciale. Un document secondaire, longtemps jugé sans importance. Une copie tardive d'un registre ecclésiastique. Au détour d'une phrase, une mention étrange. Durant les années où la cour se tut. Aucune explication. Aucun nom. Mais cette formulation n'existait nulle part ailleurs. Pourquoi la cour se serait-elle tue ? Les historiens commencèrent alors à élargir leurs recherches. Ils ne cherchaient plus un événement, mais une anomalie de comportement administratif. Ils observèrent que durant plusieurs années, les décisions royales semblaient avoir été prises sans attribution claire. Des édits signés, mais jamais commentés. Des cérémonies décrites sans protagoniste central. Comme si le pouvoir avait continué, en l'absence visible de celle qui devait l'incarner. D'autres indices suivirent. Dans certaines correspondances diplomatiques étrangères, on trouvait des formulations prudentes. La situation à la cour demeure délicate. L'équilibre interne reste incertain. Rien de précis, mais trop récurrent pour être insignifiant. Puis vint la question des portraits. Aucun portrait officiel de la reine ne subsistait. Pas détruit, simplement absent. Dans les galeries dynastiques, un espace semblait avoir été comblé plus tard par une tapisserie, un blason ou un élément décoratif, là où, logiquement, un visage aurait dû figurer. Les historiens comprirent alors une chose essentielle. L'absence n'était pas le fruit du hasard, elle était systémique. Chaque archive prise isolément restait plausible. Chaque silence pouvait être expliqué. Mais l'ensemble formait un motif. Et ce motif racontait une histoire différente. Non pas celle d'une reine insignifiante, mais celle d'une reine devenue problématique. Une femme dont l'existence même avait créé un déséquilibre que le pouvoir avait choisi de résoudre sans violence apparente. Car effacer est parfois plus efficace que condamner. À mesure que les recherches avançaient, une hypothèse autrefois impensable prit forme. Et si la disparition de cette reine n'avait jamais été destinée à être comprise, et si le véritable objectif n'avait pas été de tromper les contemporains,
mais d'épuiser les générations futures, car une vérité fragmentée, répartie sur des centaines de documents incomplets, demande une énergie immense pour être reconstituée. Et peu sont prêts à consacrer leur vie à prouver l'existence de quelqu'un que l'histoire officielle considère comme secondaire. La reine avait été effacée, non pour être oubliée immédiatement, mais pour devenir indémontrable. Et dans ce silence prolongé, le système qui l'avait rendue invisible avait parfaitement fonctionné, jusqu'à ce qu'une dernière question émerge, inconfortable, inévitable. Si l'on a pu effacer une reine, couronnée, reconnue, sacrée, combien d'autres figures ont disparu, sans laisser assez de traces pour qu'on ose seulement les chercher? À la fin, il ne restait plus qu'un choix, non pas pour la reine, mais pour le pouvoir. Car tuer une reine est un acte bruyant. Il laisse des témoins, des dates, des récits contradictoires. Il crée des martyrs, des héritiers, des revendications. Effacer une reine, en revanche, ne provoque aucune révolte immédiate, aucun corps, aucun procès, aucun scandale public, seulement un ajustement silencieux. Les historiens s'accordent aujourd'hui sur un point. La disparition de cette reine n'a pas été improvisée, elle fut progressive, méthodique, administrative. Son nom cessa d'être prononcé lors des messes. Ses titres furent remplacés par des formules neutres. Ses sceaux ne furent plus utilisés. Ses dames de compagnie furent redistribuées à d'autres foyers. Rien de brutal, rien de spectaculaire, simplement une dissolution. Plusieurs scénarios restent envisagés. Certains évoquent un enfermement discret dans un monastère, loin des routes commerciales, sous un nom modifié, dans un lieu où le silence était déjà une règle. D'autres parlent d'un exil contrôlé, dans une cour étrangère mineure, où sa présence n'aurait eu aucun poids politique, et où sa mort, survenue plus tard, n'aurait éveillé aucun soupçon. Il existe aussi l'hypothèse la plus dérangeante, celle d'une mort réelle, mais délibérément non enregistrée comme telle. Non pas un assassinat public, mais une disparition rendue invisible par l'absence de statut officiel. Car dans un monde où l'existence dépend des registres, supprimer les registres revient à supprimer l'existence. Ce qui rend cette affaire unique, ce n'est pas le sort exact de la reine, c'est le système qui a permis qu'elle cesse d'exister, sans que personne, à l'époque, ne puisse réellement s'y opposer. La cour continua de fonctionner. Le royaume survécut. Les alliances furent maintenues. Et très vite, le vide qu'elle avait laissé cessa même d'être perçu comme un vide. L'histoire n'aime pas les absences, elle les comble, avec des récits simplifiés, des continuités artificielles, des lignes droites tracées là où il y avait des fractures, ce cas nous rappelle une vérité inconfortable. L'histoire ne se souvient pas de tout ce qui a existé, elle se souvient de ce qu'on a accepté de transmettre, et parfois, le pouvoir le plus absolu n'est pas celui qui condamne ou exécute, mais celui qui décide, qui mérite d'être raconté. Cette reine n'a pas disparu parce qu'elle était faible. Elle a disparu parce qu'elle était inutile ou dangereuse. Dans un jeu qui ne tolérait pas l'imprévu, elle fut reine. Officiellement, visiblement, légitimement. Puis elle devint une anomalie. Et les anomalies, dans les systèmes politiques bien huilés, ne sont pas corrigées par le bruit. Elles sont effacées. Aujourd'hui encore, son nom ne figure pas dans la plupart des manuels. Son visage ne nous regarde depuis aucun tableau. Son histoire n'est racontée que par fragments. Mais ces fragments suffisent. Ils suffisent à rappeler que le silence peut être une arme, que l'oubli peut être une construction, et que certaines disparitions ne sont pas des accidents de l'histoire, mais ses décisions les plus calculées.